Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette émission spéciale où nous analysons les principaux messages contenus dans le discours prononcé ce soir par le souverain. Le leadership ne se revendique pas, il se démontre. Et ce soir, c'est précisément cette démonstration que Sa Majesté le roi Mohammed VI a voulu faire à l'occasion du 27e anniversaire de la fête du trône. Un discours dense, assumé, qui dresse le bilan et surtout qui présente une méthode, la méthode d'un royaume qui revendique ses résultats avant ses ambitions. Dans un monde où l'instabilité et le souverainisme sont devenus la norme, le souverain présente la stabilité politique unique du Maroc. La stabilité est aussi institutionnelle, politique, elle est aussi sécuritaire. C'est cela le premier capital stratégique du royaume, comme a tenu à le rappeler le souverain ce soir. Ce n'est ni un privilège, ni un hasard, mais le fruit de 27 années de vision, de continuité et de dur labeur. Mais dès les premières minutes de son discours, Sa Majesté le roi écarte toute lecture fondée sur le prestige personnel ou la quête d'influence régionale. Le message est limpide. La légitimité d'un État se mesure à sa capacité à produire sécurité, croissance, confiance surtout. Et comme l'a affirmé le souverain, je cite Sa Majesté le roi Mohammed VI, jamais la poursuite d'une gloire personnelle ni l'envie de consécration par le titre de leader continental ou international n'ont été une fin pour moi. En revanche, mon unique souci a toujours été de m'acquitter au mieux de la responsabilité qui m'incombe de te servir. Fin de la citation royale. Le ton est donc donné et dans le discours de ce soir, derrière les chiffres, les infrastructures, l'industrialisation ou encore les percées diplomatiques, une même idée traverse toute l'allocution, celle d'un Maroc qui estime aujourd'hui avoir changé d'échelle. J'accueille pour cette émission spéciale notre expert, professeur en relations internationales à l'Université Mohammed V de Rabat, professeur Zakaria Boudahab. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous sur ce plateau. Avec nous également, il est consultant en entreprise, Hicham Saïd Alaoui. Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous d'être parmi nous. Il est économiste, analyste socio-économique, c'est Abdelatif Komat. Bonsoir. Bonsoir, merci. Et avec nous aussi mon cher confrère éditorialiste et analyste politique, Moustapha Tossa. Bonsoir et bienvenue à vous également. Bonsoir. Alors messieurs, nous allons commencer par cet extrait que je viens de citer dans cette introduction. 27 ans de règne placé sous le signe du service du citoyen et non de la recherche d'un leadership personnel. Zakaria Boudahab, une lecture de cet extrait d'abord. Il y a beaucoup d'humilité dans la déclaration de Sa Majesté aujourd'hui, à l'occasion de la célébration de 27 années de règne depuis 1999 jusqu'à aujourd'hui. Je crois que la démarche est sereine, elle est ancrée, incrémentaliste, qui correspond à la dynamique profonde de l'État marocain qui plonge très profondément dans l'histoire, mais aussi Sa Majesté, l'héritier de ses augustes aïeuls. Feu le roi Mohammed V disait que nous sommes revenus du petit djihad pour le grand djihad. Feu le roi Hassan II enseignait au prince héritier à l'époque que le style c'est l'homme, quel que soit votre méthode, l'essentiel c'est d'arriver à vos objectifs. Et moi je crois que Sa Majesté le roi Mohammed VI a sa propre doctrine qui combine justement son propre style, mais en même temps quelle est la traduction d'un héritage et d'un capital plus que millénaire. Je voudrais dire par là que progressivement, le Maroc a réalisé des ponts, des avancées, des enjambées, comme on dit. Et nous sommes aujourd'hui en mesure d'apprécier tout le chemin parcouru. Il continue encore. Mais il est clair qu'il y a des avancées considérables, évidemment, avec toutes les problématiques soulevées, que ce soit dans ce discours d'aujourd'hui, ce soir, que ce soit dans les discours précédents. Mais l'essentiel, que le train est sur les rails, que nous avons pris la vitesse de croisière et nous continuons, et le Maroc continue ses avancées avec sérénité et confiance. Exactement, sur ce chemin de l'émergence, et ce terme a été cité à plusieurs reprises dans le discours du souverain ce soir, nous y reviendrons. Un commentaire également, Moustapha Tossa. Oui, Khadija, je voulais commenter cette citation royale dans laquelle Sa Majesté le roi dit ne pas chercher un leadership ou un rôle continental, mais plutôt consacrer sa vie à servir les intérêts des citoyens marocains. Ça
porte le sceau d'une modestie royale, mais n'empêche, tous les projets dont il est porteur, que ce soit au niveau du Maroc ou au niveau de la région, font de lui, de manière spontanée, de manière automatique, un des grands leaders de la région et de l'Afrique. Donc même si lui ne le veut pas, il est un grand leader de l'Afrique. Absolument. Et le souverain a aujourd'hui parlé de résultats. C'est une sorte de bilan chiffré d'ailleurs. Le souverain a rappelé plusieurs performances. Nous allons bien sûr y revenir tout au long de cette émission. Les acquis du royaume sont présentés aujourd'hui par le souverain comme le résultat d'une vision stratégique de long terme fondée donc sur l'initiative, sur le suivi, sur la continuité, sur l'autocritique constructive. On écoute cet extrait du discours de Sa Majesté le Roi. Jamais la poursuite d'une gloire personnelle ni l'envie de consécration par le titre de leader continental ou international n'ont été une fin pour moi. En revanche, mon unique souci a toujours été de m'acquitter au mieux de la responsabilité qui m'incombe, de te servir en veillant à ce que tous les Marocains puissent vivre dignement, en citoyens libres. Aujourd'hui, l'examen de ce que nous avons réalisé ensemble m'inspire honneur et fierté au regard de l'importance des acquis et me rend pleinement optimiste au sujet de l'avenir. Plus qu'un mobile de satisfaction personnelle, ce bilan insuffle plutôt un sentiment gratifiant de confiance et de sérénité qui nous donne de la force et nous motive pour aller de l'avant et poursuivre notre entreprise. Le résultat de notre action ne tient pas du hasard. Il est bel et bien la conséquence d'une vision stratégique claire et d'une doctrine de pouvoir dont les maîtres mots sont la prise d'initiative, le suivi rigoureux, l'autocritique constructive et la réelle volonté d'aborder l'avenir avec détermination et positivité. La réelle volonté d'aborder l'avenir avec détermination et positivité, mais avant, une autocritique positive. Sebzatif Komat, un commentaire sur ce qui fait en fait l'unicité de ce modèle marocain mis en exergue ce soir par le souverain. En fait, il y a plusieurs unicités. Tout d'abord, bien sûr, Sa Majesté parle d'une vision stratégique. Et la stratégie, c'est le long terme. Donc la notion du temps est fondamentale, surtout la monarchie a son temps. Le temps, en fait, c'est l'objectif qui est déterminant, c'est de faire du Maroc un pays émergent. Et Sa Majesté a évoqué l'émergence, et l'émergence, c'est un stade, en fait, déterminant pour passer à une étape de développement. Et puis, bien évidemment, Sa Majesté a présenté justement les composantes de cette vision stratégique. Tout d'abord, les prises d'initiative. Et là, on voudrait en fait saluer la profondeur de ces initiatives parce qu'elles sont profondes et surtout, elles sont complémentaires avec un objectif de faire du Maroc un pays développé sur un plan global et intégré. Et là, bien sûr, Sa Majesté a évoqué beaucoup la dimension économique aujourd'hui, mais il a évoqué dans d'autres discours la dimension sociale. Et l'objectif, c'est de faire du Maroc un pays développé aussi bien sur le plan économique et sur le plan social. Et puis, Sa Majesté a évoqué le suivi et la rigueur. Ça également est fondamental. Sa Majesté, ça fait l'objet de plusieurs discours. Effectivement. Le suivi, les rappels royaux quant à la mise en œuvre d'orientations stratégiques diverses, que ce soit sur le volet économique ou aussi sur la mise en œuvre de la généralisation de la protection sociale. Chaque fois, effectivement, il y a ce suivi du souverain de ces chantiers. Effectivement, parce que en fait, lorsqu'il y a une vision, en fait, le plus important, c'est la mise en œuvre de la vision. Et ce qu'a présenté Sa Majesté, c'est en fait une méthode de mise en œuvre, parce qu'il y a l'initiative, il y a le suivi, il y a bien sûr l'évaluation et l'autocritique, et puis là également, c'est très important, le positivisme et le déterminisme. Ça veut dire qu'on continue. Et ça, on l'a constaté lorsque le Maroc est passé par des difficultés. C'est au moment, en fait, où Sa Majesté prenait des initiatives pour gérer le conjoncturel, il traçait en fait le terrain pour le long terme, pour le stratégique. Si vous vous rappelez, Khadija, en fait, durant ces dernières années, on a en fait analysé les discours de Sa Majesté pendant des périodes difficiles. Mais la teneur de ces discours, en fait, était beaucoup plus orienté vers l'avenir. Ça veut dire qu'il y a une vision et il y a une continuité, il y a une persévérance et c'est ce qui a construit en fait cette unicité de notre modèle, c'est que le cap il est connu et quelles que soient les difficultés, on les gère, on les traite, mais en même temps on a toujours l'œil orienté vers l'avenir. Et la base, le socle de ces résultats, de tous ces acquis,
c'est un prérequis, j'ai envie de dire, celui de la stabilité. C'est ce qui fait aussi l'unicité du Royaume du Maroc, notamment dans sa région. Le souverain l'a rappelé. La stabilité a plusieurs facettes. Elle peut être, bien sûr, sécuritaire, mais elle est aussi politique, elle est surtout institutionnelle. Je vous propose, à ce propos, d'écouter cet extrait du discours du souverain ce soir et nous revenons à la discussion. Notre pays se trouve aujourd'hui à une étape charnière de son processus de développement où un idéal de confiance et d'optimisme doit l'emporter sur toute rhétorique susceptible de nourrir désespoir et frustration. Ce qui rend le plus fier, c'est la sécurité et la stabilité qui règnent au Maroc, ainsi que le fonctionnement efficace des institutions publiques. De fait, dans un contexte régional et international en proie à de nombreuses convulsions et à des tensions multiples, la stabilité politique et institutionnelle constitue une denrée rare et un atout d'une valeur inestimable. Aujourd'hui, la stabilité est la variable clé dans l'équation du développement au Maroc. Elle est aussi le capital stratégique qui fait la fierté du pays. Et cette stabilité est parfois occultée dans le discours nihiliste Hicham Ben Saïd Alaoui. Je pense que le message du souverain ce soir, justement, à ce genre de discours nihiliste est un peu plus clair. Tout à fait, en rappelant que c'est un authentique, pour moi, exercice de leadership, avec une capacité à synthétiser le passé pour pouvoir en tirer des conclusions sur le présent et tridimensionnellement pour se projeter sur le futur, mais avec une vision optimiste parce qu'un leader véhicule une vision de confiance, d'optimisme, parce qu'on se projette vers le futur, d'autant plus que les éléments passés, rétrospectifs, analysés, sont des vrais motifs de satisfaction et nous avons des arguments tout à fait objectifs et rationnels pour être optimistes pour le futur. Et ça, je pense que c'est un authentique exercice de leadership, comme je le rappelais, que chacun pourrait par la suite exploiter, d'aucuns pourraient s'en inspirer dans leur gestion quotidienne pour gérer une TPE, pour gérer une grande entreprise, pour gérer les finances d'un ménage. Cet exercice intellectuel de leadership, c'est ce qui permet de se projeter, chacun à son niveau bien entendu. Après, pour en revenir à la stabilité, sans aller bien loin, si nous considérons par exemple les leaders mondiaux en assurance crédit qui font des analyses sur les pays. Exact. Si vous prenez la carte de l'Afrique, il y a un seul pays vert. Ça va de vert à rouge. Le seul pays vert, c'est le Maroc. Vous aviez quelques pays comme le Botswana, par exemple, qui était vert il y a encore pas longtemps. Aujourd'hui, vous avez un unique pays sur tout le continent. Et comparativement, par exemple, à l'Espagne, au Portugal, à la France, le Maroc a des standards beaucoup plus proches de ce type de pays comparativement aux pays du pourtour africain. Et tout ceci tient à deux raisons principales. Vous avez d'abord la stabilité politique. C'est un levier incommensurable. Lorsque vous voulez faire affaire ou commerce avec quelqu'un, il vous demande d'abord, est-ce que c'est stable? Est-ce que je pourrais investir en toute sécurité? Est-ce que les fonctions régaliennes de l'État sont assumées au plus haut niveau? Est-ce que je peux transférer mes dividendes? Est-ce que j'ai un risque d'expropriation? Est-ce que le système judiciaire aussi protection des est intérêts bien minoritaires, en place? Absolument. Oui. Tout ceci, pour nous, c'est des prérequis, c'est complètement dépassé dans notre logique, alors que c'est tout sauf acquis dans un certain nombre de pays africains, malheureusement. Donc, vous avez ce type de stabilité, vous avez la stabilité monétaire, qui est le fruit d'une politique volontariste de l'État pour garantir les grands équilibres, avec un déficit budgétaire sous contrôle, un déficit commercial sous contrôle, un endettement par rapport au PIB sous contrôle. Et cette stabilité, qui est purement objective et rationnelle, c'est ce que, in fine, va vous permettre d'attirer des investisseurs. Juste un chiffre, moi, qui m'a toujours fasciné. Au début, où on s'est lancé dans l'aventure de l'offshoring, nous avions un taux d'intégration industrielle de l'ordre de 25% en 2010. Aujourd'hui, ce taux a triplé et les flux ont plus que doublé. Et donc, comme le PIB est la somme des valeurs ajoutées, c'est-à-dire qu'avant, vous aviez 25% de la valeur ajoutée de ce qui avait été généré qui restait dans le pays pour simplifier, là aujourd'hui, c'est à peu près 20% qui ne reste pas dans le pays et nous sommes dans les standards très élevés par rapport aux benchmarks internationaux. Et en dupliquant cette logique intellectuelle à d'autres secteurs comme l'hydrogène vert ou autre, il n'y a absolument aucune raison qu'on ne poursuive pas sur notre excellente lancée à base d'infrastructures, à base de CAPEX et d'OPEX et tout ceci. Et de quick win, pour rester dans le jargon d'entreprise. Non, je pense que le win n'est pas si quick que cela. Ça a pris presque 3 décennies de travail pour que le monde puisse voir enfin ce qu'a pu réaliser le Royaume du Maroc, notamment en organisant de grandes manifestations, pour n'évoquer que des manifestations sportives comme l'a rappelé le souverain, qui inspirent fascination, mais pas que. Et jalousie.
jalousie, et ça a été bien dit par le souverain, parce qu'il fallait souligner l'admiration intercontinentale, mondiale, que la capacité du Maroc à organiser la CAN a suscité. Il fallait aussi souligner que le succès a un prix, et ça a provoqué une jalousie morbide de quelques-uns. Mais moi, je voudrais revenir sur cette phrase. Vraiment, pour moi, la phrase clé de ce discours, c'est la stabilité comme un facteur essentiel du développement et de l'avenir. Et la stabilité politique dans la bouche du souverain au bout de 27 ans de règne, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, parce que sans cette stabilité, le Maroc ne deviendrait jamais un pays qui exerce une attraction sur l'argent international, sur le capital. L'argent a toujours peur. L'argent n'aime pas les milieux anxiogènes. L'argent n'aime pas le chaos. L'argent est attiré par là où il peut se proliférer, là où il peut faire des gains. Et le Maroc, par cette stabilité politique, par cette stabilité sécuritaire, a réussi ce miracle d'être cette Mecque, entre guillemets, de toutes ces grandes entreprises qui cherchent à investir au Maroc. Donc oui, c'est vrai que quand on est marocain aujourd'hui et quand on écoute le discours royal de ce soir, il y a de quoi être fier de ce qui a été réalisé, et il y a de quoi être optimiste de ce qui va venir, parce que nous avons l'impression que nous avons un pilote dans l'avion qui sait où il va et qui sait où il va mener le pays. Et ça, c'est très important dans le monde un peu chaotique que nous vivons aujourd'hui. Monde chaotique où un pays se démarque, c'est État-nation. Et c'est là où je voudrais vous interpeller, cher professeur Abou Dahab, sur ce concept d'abord d'État-nation, ce qu'il veut réellement dire de nos jours dans ce monde où l'instabilité est la monnaie courante, et aussi ces institutions. La force des institutions marocaines, et comme l'a rappelé le souverain, qui fonctionne, et c'est là où je vous interpelle également, si vous le permettez, de manière complémentaire et efficace. État-nation, cela veut dire que l'État a une assise sociologique, c'est-à-dire un peuple avec ses traditions ancestrales, qui s'est constitué par sédimentation, si j'ose m'exprimer ainsi, mais en même temps qui a un idéal et qui est projeté vers l'avenir, mais qui a aussi des ciments, qui cimentent justement les composantes de cette population ou de ce peuple, qui a une histoire certes partagée, qui a des affluents multiples, on les connaît en lisant la Constitution, mais en même temps qui aspire à se développer. Et cela est extrêmement important. Mais il y a un garant, si vous voulez, une architecture normative institutionnelle qui coiffe le tout, c'est la monarchie marocaine, qui est aussi le garant de la stabilité constitutionnellement, mais historiquement parlant. Et cela est extrêmement important, car il y a eu, de par le passé, toujours une sorte de dialectique, si je puis emprunter cette expression au grand historien Abdallah Al-Arwi. Et l'essentiel dans tout cela, c'est qu'il y a une complémentarité, une harmonie. Ça va de soi, quand on sait que la monarchie aussi incarne les aspirations du peuple marocain. Et on l'a vu par exemple lors de la séquence Covid, parce que Sa Majesté donne l'exemple avec la vaccination par exemple, et cette réactivité exceptionnelle, avec aussi, quand parfois il y a des événements sur le plan social, la réactivité qui se fait, mais qui plonge ou qui puise son référentiel dans ce capital historique du Maroc. Et donc cet État-nation n'a rien à envier à d'autres qui se sont constitués à travers les âges. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, le Maroc retrouve cet équilibre constant qu'il a connu, évidemment, avec une confrontation avec les réalités du monde aujourd'hui. Il est vrai que les internationalistes aujourd'hui utilisent des expressions comme les VUCA, volatilité, incertitude, complexité, ambiguïté. Mais la monarchie a toujours montré le cap et l'orientation. Et je pense que même dans les périodes de troubles, où il y a des interrogations sur le plan des transitions géopolitiques, etc., voilà notre roi, la monarchie, qui encore une fois reprend le référentiel marocain, structure le discours et l'orientation, jette beaucoup de lumière sur l'avenir. Et cela, je pense, est un acquis considérable qui s'ajoute à ce que vous venez de dire, Madame Khadija, sur le plan de la stabilité comme élément majeur de l'équation
aujourd'hui du développement du Maroc, dixit Sa Majesté le Roi. Absolument, et de l'attractivité des investissements étrangers, et que le Maroc entre dans cette cour des grands, dans ce cercle très restreint des producteurs de moteurs aéronautiques. Qui aurait imaginé le Royaume du Maroc, ce pays nord-africain, fabriquer des moteurs d'avion? Aujourd'hui, le Maroc exporte non seulement des pièces, oui, nous sommes devenus leaders, notamment dans le Royaume, notamment dans l'automobile, professeur Komad. Cette évolution, elle ne vient pas de nulle part. Comment cette confiance a-t-elle été bâtie, la confiance pour les investisseurs? En fait, c'est la vision stratégique. Tout ça est une vision qui a été construite d'une manière solide et structurée. Alors, bien évidemment, il y a plusieurs composantes. Il y a en premier lieu l'infrastructure. Sa Majesté a, dès le départ, en fait, de son règne, donné une grande importance à l'infrastructure. Aujourd'hui, le Maroc est classé pratiquement premier en termes tout d'abord d'investissement, mais également de performance. Vous savez que le port Tanger-Med, il est classé 4e au niveau de la performance des ports au niveau mondial. Il est aujourd'hui parmi les 17 plus grands ports au niveau international. Et donc, bien sûr, il y a l'infrastructure tout azimut, mais il y a également, en fait, tout ce qui est climat des affaires, intéressement et encouragement de l'investissement international, la formation du capital humain. Donc, en fait, il y avait, je dirais, une panoplie de mesures sur un plan stratégique qui ont été menées. Mais en parallèle, bien évidemment, il y avait une vision. Une vision, c'est de faire de l'industrie, le fer de lance de la transformation de notre économie. Parce que, comme l'a dit Sa Majesté, aujourd'hui, 40% des exportations du Maroc sont constitués des produits issus de l'industrie automobile et aéronautique. Alors que, sachant qu'il y a en fait une vingtaine d'années, ça ne représentait pas grand-chose. On avait un taux d'intégration de 25%. Aujourd'hui, dans l'automobile, nous sommes à 70%. Nous avons 150 milliards de dirhams d'exportation automobile et à peu près 30 milliards en aéronautique. Et donc, qui dépasse les phosphates. Cela a été rappelé par le souverain. C'est-à-dire que le Maroc n'est pas dépendant. Et ça fait encore une fois un avantage comparatif et l'unicité du modèle marocain, ce qui ne dépend pas finalement de ses ressources uniquement. Ces ressources naturelles, je ne parle pas de ces ressources humaines, bien naturellement, qui font aussi un autre avantage comparatif. Vous avez beaucoup insisté sur l'unicité et la particularité du modèle marocain, parce qu'aujourd'hui, on peut le considérer comme un modèle au niveau international. Et là, peut-être une question de fond, c'est qu'effectivement, Sa Majesté l'a évoqué, la transformation de la structuration de notre économie, la part de l'industrie, notamment aéronautique, électronique, automobile qui augmente, mais en même temps, et c'est ça en fait la dimension profonde, c'est la notion d'équilibre. D'équilibre parce qu'en même temps, en fait, les autres secteurs également se développent aujourd'hui. D'ailleurs, Sa Majesté l'a évoqué tout à l'heure, dans le cadre de la souveraineté, l'industrie pharmaceutique, l'industrie agroalimentaire, ce qu'on appelle communément l'économie de la vie. En fait, la santé et l'alimentaire. Et en fait, dans le cadre de ces discours, Sa Majesté a insisté sur la souveraineté sur ces aspects-là qui sont stratégiques. Et donc, bien sûr, il y a l'aéronautique, l'automobile, mais également il y a le textile, il y a également l'agroalimentaire, il y a le tourisme, là également Sa Majesté l'a évoqué. Ça veut dire qu'il y a un équilibre sur un plan sectoriel. Mais il n'y a pas que cela. Il y a également un équilibre au niveau des partenaires. Et Sa Majesté, également, il l'a évoqué dans ce secteur, parce qu'effectivement, il y a une diversification au niveau des partenaires. Et c'est le secret, c'est cette diversification et cet équilibre. Justement, nous allons écouter l'extrait du discours du souverain à ce propos-là, au sujet des industries, au sujet des acquis du Maroc dans ce secteur qui a fait du royaume factuellement un acteur majeur sur le continent et également dans la région du pourtour méditerranéen, dans le secteur industriel, que ce soit dans l'aéronautique ou l'automobile. Écoutons ces mots du souverain. Aujourd'hui, le Maroc est devenu le premier exportateur automobile en Afrique, avec une capacité de production annuelle d'environ 1 million de véhicules. Aussi, les secteurs de l'automobile et de l'aéronautique ont-ils vu leur part se porter à plus de 40% du total des exportations du Maroc, devançant par là même la filière des phosphates. En appui à cette tendance, nous avons présidé en début d'année la cérémonie de lancement de nouvelles unités industrielles.
Ainsi, avons-nous ouvert la voie pour que le Maroc fasse son entrée dans le cercle restreint des pays dotés des plus grands hubs spécialisés dans la fabrication des moteurs et des systèmes d'atterrissage des avions. Par le développement d'un secteur intégré de batteries électriques, le Maroc atteste également sa capacité à anticiper les transformations technologiques à venir, à s'intégrer dans les chaînes de production liées aux industries stratégiques. Et c'est intéressant de revenir aussi sur ces rapports. Il y a beaucoup de rapports, des approches scientifiques, et notamment ce dernier, Hicham Saïd Alaoui, sur le classement, l'évolution de l'indice de confiance envers le Maroc. Et on retrouve le Maroc bien avancé, même par rapport à des pays du G7, par exemple par rapport à la France, bien sûr, qui devance de très très loin certains voisins très très proches. Mais là, force est de constater que le Royaume, vraiment, on voit cette évolution de la confiance envers le Maroc. Tout à fait, parce que, ça a été rappelé, il y a une vision stratégique très très claire. Prenons le cas de l'offshoring, par exemple, dans un sens très large. Il était question très pragmatiquement d'une législation adaptée, de fonciers mis à disposition, d'infrastructures comme le port de Tanger-Med qui draine plus de 160 millions de tonnes par année de fret et de marchandises. Il fallait également désenclaver ou peut-être approcher certaines villes à travers le Borak, à travers l'autoroute qui avait été mise en place. Et tous ces éléments-là font que lorsque vous êtes producteur français et vous voyez une stratégie claire, qui s'insère dans une logique globale séquentielle, mais également anticipative. Parce que nous aurions très bien pu surfer sur la vague du développement des relations avec l'Union européenne sur l'offshoring et nous arrêter là. Mais le fait d'anticiper la fin de la voiture thermique à horizon 2035, où seul, peut-être, dans le meilleur des cas, un quota résiduel de 10% serait encore permis, et lorsque le Maroc se positionne sur l'hydrogène vert et sur les batteries renouvelables, avec du très concret, à savoir 1 million d'hectares de foncier mis à disposition, avec un arsenal juridique, avec des investissements à autour de 5,5 milliards de dollars à coût d'investissement initiaux, tout ceci vous disent, c'est le concept que vous avez évoqué Khadija qui m'est très cher d'État-nation, c'est-à-dire la nation au sens de Sam Rabit. Les Marocains sont très solidaires, les Marocains s'apprécient beaucoup dans les bons événements, comme une victoire dans un match de football, les moins bons événements ou les événements tristes comme un séisme, vous voyez cette osmose, cette symbiose populaire, et vous avez l'État. Cadre législatif. Loi sur la sécurité, c'est la loi 05-20. La loi sur F4 Himaya, c'est la loi 110-14. Vous avez un cadre très très réglementé, très carré, et vous avez ce concept de Samr Rabit, et ça c'est très rare à l'échelle internationale. Vous avez parfois un penchant vers l'un ou vers l'autre, mais ce cadre, avec plusieurs siècles d'accumulation, ce cadre d'État et de nation en même temps, c'est extrêmement rare. Donc vous avez une approche très rationnelle, très concrète, très stratégique sur beaucoup de leviers qui permettent d'aboutir aux résultats que nous observons. Et vous avez ce supplément d'âme que j'appellerais ce Samr Rabit, cette nation qui fait que vous avez 5 millions de Marocains à l'étranger qui chaque année explosent les transferts de devises et que ça devient un contributeur majeur au PIB, même les années de croissance ou de récession économique en Europe ou ailleurs, oui. Et donc, ce concept, honnêtement unique, où vous avez 36 millions de Marocains et vous avez 5 millions de Marocains, et c'est une nation, c'est assez dur à décrire à un non-marocain, mais c'est ce qui fait la force de notre pays aussi. Oui, c'est cette solidarité sociale, la confiance aussi, c'est non seulement attirer des investisseurs, mais c'est attirer des touristes. Le souverain a rappelé ce chiffre de 20 millions de visiteurs en 2025, c'est un record. Il n'a pas oublié de rappeler aussi que ces 20 millions comptent aussi beaucoup de Marocains résidant à l'étranger. Oui, dans ces 20 millions. Oui, c'est vrai, Khadija, que le souverain, Mohamed VI, ne rate aucun discours, aucune occasion nationale pour ne pas lancer un message à l'égard de cette diaspora qu'il sait très importante, très utile pour le pays, pour son image, pour son économie, pour son influence à l'étranger. Donc oui, cette référence et ce message est très important. Mais moi, je voudrais un peu développer une autre facette de l'idée qui vient d'être dite, c'est que cette vision royale a aussi réussi à transformer le Maroc en une forme de hub africain par lequel tous les pays européens qui veulent traverser
le Maroc pour aller vers les marchés africains doivent passer par le Maroc. Et cette capacité à transformer le hub grâce à des travaux d'infrastructure extrêmement importants, grâce à l'attractivité de tous les capitaux qui veulent venir investir sur le territoire marocain parce qu'ils trouvent qu'il y a un climat d'affaires important, parce qu'ils trouvent qu'on peut faire du business avec le Maroc. Toute cette situation a fait que le Maroc est devenu une porte incontournable pour l'Europe vers l'Afrique. Et c'est ce qui explique qu'un certain nombre de pays européens, notamment la France, notamment l'Allemagne, bien sûr l'Espagne, sont tout à fait prêts à signer des accords hors échelle, hors normes avec le Royaume, justement dans la perspective de ce partenariat stratégique entre l'Europe et l'Afrique par le biais marocain. Oui, et ou comment aussi les énergies, dans toutes leurs formes, deviennent un atout diplomatique. Professeur Zakaria Boudahab, et surtout que le Maroc est aujourd'hui engagé dans cette feuille de route de l'hydrogène vert. Vous avez parlé d'acteurs mondiaux tels que l'Allemagne, par exemple. Il y a aussi d'autres pays européens, mais aussi américains, qui montrent leurs ambitions pour les énergies vertes dans le Royaume, et notamment l'hydrogène vert. Et c'est aussi un autre acquis économique, certes, de confiance. C'est aussi un atout diplomatique. J'aimerais bien que vous développiez cette idée avec nous, professeur Boudahab. Avec grand plaisir. Il est vrai que dans le paradigme royal, il y a cette conception, ce concept de la réunification du champ politique national avec l'extension internationale. Je m'explique. En réalité, traditionnellement, la politique étrangère était appelée comme une sorte de politique des affaires du dehors. Et il y a les affaires du dedans. Dans la stratégie de Sa Majesté, d'abord, il fallait renforcer la résilience du Maroc et créer une sorte de base essentielle afin de donner un support supplémentaire à l'action internationale du Maroc. Et aujourd'hui, si nous pouvons apprécier les démarches internationales, continentales, régionales du Royaume, nous allons voir que nous ne sommes plus sur la défensive ou dans la réaction, mais plutôt, premièrement, nous interagissons, nous actons, parce qu'il y a des actions, mais il y a aussi de la proaction. Évidemment, quand je dis la proaction, nous construisons de l'avenir avec des partenaires, avec les États frères et amis en Afrique, l'Atlantique, et j'en passe. Et c'est la raison pour laquelle cette émergence, justement, du Maroc, sur le plan économique, industriel, etc., nous faisons appel à de grands groupes internationaux qui se bousculent au portillon pour avoir une place dans l'espace économique marocain. Ne le font pas comme ça, mais par rapport à des capacités justement internes et nationales, sécurité juridique, le climat des affaires. On parle du Doing Business. Vous savez, en 2025, le Maroc a été classé 53 sur 193 États et nous gagnons en visibilité. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, moi je crois que cette diplomatie des énergies renouvelables, etc. et d'autres n'ont que l'expression du bargaining du Maroc, c'est-à-dire le pouvoir de marchandage, de négociation. Nous actons et nous avons la possibilité justement de le mettre en valeur. Et c'est la raison pour laquelle je reviens pour terminer que le paradigme royal a été justement, d'abord, il fallait renforcer par les infrastructures, par les réformes, le Maroc de l'intérieur afin de lui donner plus de poids au niveau international. Et ce rayonnement, on le voit à l'international avec cette diplomatie, mais aussi ce positionnement international, cet acteur international crédible, comme pour reprendre les termes du souverain. Je vous propose d'ailleurs d'écouter cet extrait où le souverain rappelle le renforcement du modèle de partenariat équilibré et tourné vers l'avenir du Royaume du Maroc. Écoutez. Nous sommes parvenus, avec l'aide du Seigneur, à consolider la position du Maroc en tant qu'acteur international crédible, respecté et écouté. En effet, le Royaume s'affirme aujourd'hui comme un opérateur économique de premier plan et un associé sollicité pour être partie prenante à des partenariats nouveaux, équilibrés et tournés vers l'avenir. Fort de ses statuts, il est désormais en mesure d'interpeller l'ensemble de ses partenaires en toute confiance et transparence et de formuler, s'agissant des différentes questions bilatérales et des grandes problématiques internationales, des offres de partenariats constructives et des initiatives de coopération prometteuses. Agissant avec engagement et responsabilité, notre pays a fait également le choix de diversifier ses partenariats afin de renforcer ses capacités et d'en accroître la portée dans tous les domaines.
Et c'est ce qui fait encore, je vais reprendre ce terme, unicité, c'est ce qui fait aussi l'unicité du Royaume du Maroc. C'est un pays qui a plusieurs partenaires. Il y a du bilatéralisme, il y a du multilatéralisme. Le Maroc est d'ailleurs défenseur premier sur la scène internationale de ce multilatéralisme qui n'a jamais été aussi menacé qu'aujourd'hui, professeur Komat. Effectivement, on a évoqué tout à l'heure la notion d'équilibre. Sur ce plan-là également, l'équilibre est très présent. Il faut rappeler que le Maroc, aujourd'hui, a autant de bonnes relations avec des puissances comme la Chine, comme la Russie, comme l'Union européenne, les États-Unis avec lesquels nous avons des accords de libre-échange, avec l'Europe également. C'est-à-dire que le Maroc arrive à équilibrer ses relations avec, bien sûr, les puissances, mais également avec les pays arabes, avec les pays africains. Aujourd'hui, le Maroc est le premier investisseur dans plusieurs pays africains, mais également, en fait, aujourd'hui, il a des projets géostratégiques, aujourd'hui, unifiants pour rappeler encore le mode de l'unicité. En fait, l'Afrique, autour de projets initiés par Sa Majesté, l'initiative atlantique, le gazoduc Maroc-Nigeria, l'ouverture sur les pays du Sahel, tout cela, en fait, donne une dimension très équilibrée avec les différents coins du monde. Alors, il est équilibré également en matière de diversification économique. Aujourd'hui, la notion qui est évoquée avec force, c'est les chaînes de valeur mondiales ou les métiers mondiaux du Maroc. Aujourd'hui, le Maroc, peut-être ce n'était pas le cas il y a quelque temps, si on évoque l'aéronautique, ce qui se dit aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pratiquement pas un avion dans le monde dans lequel il n'y a pas une pièce produite au Maroc. Et donc ça, c'est un partenariat multidimensionnel. Bien sûr, comme vous l'avez dit, il y a le bilatéral, parce que nous avons des relations très fortes avec des pays partenaires, bien sûr, les États-Unis, la France, l'Espagne, etc. La Chine. Mais on peut avoir un partenariat bilatéral très fort avec les États-Unis, comme avec la Chine, comme avec la France, historique, bien sûr, partenaire historique du Royaume, comme aux côtés de l'Espagne. C'est cette diversification, cette diplomatie économique multifacette du Royaume du Maroc. Effectivement, notamment les accords de libre-échange, qui à un certain moment, peut-être, on les voyait d'un critique, mais il s'avère que même à ce niveau-là, que contrairement à ce qu'on pourrait croire, parfois sur un plan purement commercial, il y a un certain déséquilibre. Mais le Maroc, il voit la chose toujours d'une manière globale et intégrée. Aujourd'hui, vous savez qu'avec certains pays, la balance se rééquilibre. Avec la France, par exemple, aujourd'hui, le Maroc est excédentaire. On est en train d'avancer, mais au-delà de l'aspect commercial, lorsqu'on voit la dimension dans son intégralité, lorsqu'on voit le côté investissement, lorsqu'on voit les transferts des Marocains du monde, donc lorsqu'on voit également la dimension stratégique des relations avec certains pays, notamment avec les États-Unis, en fait, cette ouverture, je dirais, elle est bien étudiée, elle est bien équilibrée et toujours dans une dimension globale et intégrée. Justement, je voulais juste ajouter un petit commentaire sur cette idée. C'est justement là le miracle marocain, le miracle diplomatique marocain. C'est d'avoir comme alliés les États-Unis, comme amis l'Europe, et avoir des relations tout à fait sereines, stables, avec des puissances comme la Russie et la Chine. Donc il y a très peu de pays dans le monde qui sont capables d'avoir cet arsenal de relations multiples et variées, tout aussi stables, tout aussi productives et tout aussi bénéfiques. Donc le miracle diplomatique de Mohamed VI est justement d'avoir réussi ce pari, et c'est ce qui fait que le Maroc est très bien vu, il a une crédibilité internationale, sa réputation est au top parce qu'il est considéré comme un partenaire crédible qui n'a qu'une seule parole et qui a réussi à avoir d'excellentes relations aussi bien avec l'Occident, entre guillemets, qu'avec les autres puissances. Bien sûr, c'est Hicham Ben Saïd Alaoui. Je voulais réagir sur ça parce que moi je trouve que le génie marocain, c'est là où il se cristallise. Parce que le Maroc, factuellement, appartient à plusieurs clusters. Le Maroc est un pays africain. Et nous jouons bien sûr notre carte en tant que pays africain. Le Maroc est un pays méditerranéen. Dès les années 80, en 83 par exemple, nous organisions, nous, Maroc, les Jeux méditerranéens, sous l'impulsion de feu Sa Majesté Hassan II. Ouais. Le Maroc est un pays atlantique. Et la réunion de Cotonou d'il y a quelques semaines nous repositionne non seulement comme pays atlantique, mais comme sorte de grand frère qui tend la main vers des pays qui n'ont pas la chance d'avoir l'accès à la façade atlantique pour les inclure avec nous. Le Maroc est un pays qui a une très forte diaspora à l'étranger. Donc c'est un pays qui a, qu'on le veuille ou non, peut-être des contingences ou des influences occidentales. Et
bien entendu, ce pan très important de notre vie sociale et sociétale est également mis à contribution. Le Maroc est un pays, dans une certaine approche, bien entendu, arabe. Et nous avons d'excellentes relations avec nos pays frères, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis et autres pays. Donc nous appartenons quelque part à plusieurs clusters. On pourrait ajouter la francophonie, on peut en rajouter le cluster des pays émergents d'un point de vue cybernétique, d'un point de vue de recherche, d'un point de vue d'excellence avec les lycées d'excellence. Et sur la quinzaine de clusters auxquels légitimement notre pays appartient, nous jouons notre carte à fond. Et cette diversification diplomatique, qui tient à plusieurs siècles de diplomatie et d'accumulation. Ce n'est pas quelques décennies d'exercice politique, c'est plusieurs siècles. Ça, pour moi, c'est un génie, purement et simplement, parce que nous sommes quelque part inclassables, et de l'autre côté, nous sommes à l'aise, et nous sommes dans notre environnement, dans tellement de clusters différents, et ça, d'un point de vue business pur, c'est une richesse incommensurable. Alors, la richesse ne saurait être complète sans cette justice sociale si chère au souverain depuis son accession au trône en 1999. L'humain a été au centre des priorités du souverain et sur tous les chantiers qui concernent justement l'humain, la Marocaine et le Marocain, le souverain a suivi de manière rigoureuse et surtout personnelle tous ces chantiers-là. Et d'ailleurs, ça n'a pas bien sûr manqué de figurer dans les messages clés dans ce discours prononcé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI aujourd'hui à l'occasion du 27e anniversaire de la fête du trône, de cette justice sociale, de ce que le souverain a appelé de ses voeux de mettre en œuvre de manière efficiente les programmes de développement territorial intégré. Je vous propose d'écouter cet extrait du discours du souverain. Parallèlement à la promotion du secteur économique, nous poursuivons le développement de multiples initiatives et de programmes de développement humain, notamment à travers la généralisation de la protection sociale. Notre but ultime est d'améliorer les conditions de vie des Marocains et d'instaurer la justice sociale et spatiale. À cet égard, nous insistons sur la nécessité d'une mise en œuvre efficiente des programmes de développement territorial intégrés, tout en nous assurant qu'ils englobent toutes les régions, sans exception aucune. C'est un rappel aussi, peut-être une paraphrase aussi de cette expression que nous avons repris depuis le discours de la fête du trône de l'année dernière, ce slogan du Maroc à deux vitesses. Le souverain réitère ce rappel aux autorités et aussi à tous les acteurs, soient-ils gouvernementaux ou même économiques, que cette richesse puisse profiter à tous. Cet état social, il peut avoir plusieurs visages aussi, professeur Komat, vous qui êtes analyste socio-économique. L'état social, ce n'est pas simplement la généralisation de la protection sociale. En fait, effectivement, Sa Majesté a toujours considéré que le développement, c'est un développement intégré et global. Et la dimension économique est fondamentale pour le social, et le social est fondamental pour l'économique. Il y a une interaction, je dirais, qui en fait, il est au cœur de cette vision justement stratégique dont on parlait tout à l'heure. Et bien évidemment, les initiatives, ils sont multiples. Mais la finalité, je dirais, c'est d'aller vers une justice à deux dimensions, sociale et territoriale. Et Sa Majesté, lorsqu'il a lancé, il y a 5 ans, en 2021, l'initiative de la couverture sociale, qui est pratiquement un stade très avancé. On a vu les résultats sur le plan de la couverture médicale aujourd'hui. Pratiquement l'essentiel, ou pratiquement la quasi-totalité des Marocains sont couverts médicalement. Et puis, bien évidemment, tout ce qui est soutien social, tout ce qui est soutien au logement. Il y a eu plusieurs initiatives qui ont fait, d'ailleurs ça a été cité par Sa Majesté lors du dernier discours du trône, c'est que, le rang du Maroc au niveau de l'indice de développement humain a connu une augmentation significative. On est classé aujourd'hui, à un niveau de développement humain plus élevé qu'il y a quelques années. Également, Sa Majesté l'avait souligné, la réduction de ce qu'on appelle la pauvreté multidimensionnelle, qui était de 11% aujourd'hui, nous sommes à 6%. Et donc, les résultats, aujourd'hui, ils sont probants, ils sont là, qui dénotent justement... Ils ne dépendent pas du temps politique.
Bien ni évidemment, électorale. on est toujours... C'est ce qui assure leur continuité. Le temps de la monarchie. La monarchie, il a un cap, c'est le développement. Et puis, bien sûr, il y a le temps qui est nécessaire pour aller dans ce sens-là. Alors, en ce qui concerne la deuxième dimension, qui est le volet territorial. Et effectivement, après que Sa Majesté a beaucoup insisté il y a quelques années sur le social, aujourd'hui, il y a le territorial qui prend le dessus avec l'initiative lancée dans le cadre du Conseil des ministres présidé par Sa Majesté sur le plan de développement régional intégré. Et là également, aujourd'hui, il y a un élan. Il y a une émulation au niveau des régions pour justement aller jusqu'au potentiel offert par les différentes régions, parce que ça reste également un volet très important. Sa Majesté l'a dit, pas un Maroc à deux vitesses. Et aujourd'hui, les régions, ils sont interpellés et bien évidemment, je crois que le message est passé et l'élan, on l'attend dans la nouvelle dynamique avec le Parlement et le gouvernement qui vont venir. D'ailleurs, Sa Majesté les a interpellés. Alors, il n'a pas interpellé que les parlementaires et le gouvernement, il a interpellé aussi le secteur bancaire pour aussi jouer son rôle d'accompagnateur du développement, de la croissance, de pouvoir aussi donner sa chance à tout le monde. Cette équité, elle doit être aussi bancaire, si je puis me permettre cette analogie. Et l'exemple le plus intéressant à relever, c'est que le souverain a parlé et a invité aussi le secteur bancaire à innover davantage pour tirer plein profit, notamment de l'épargne. Un mot là-dessus, Hicham Saïd Alaoui. Moi, j'aurais deux commentaires à ce sujet. Le premier, c'est que lorsque nous voyons les indices de solvabilité des banques, vous avez par exemple des indices réglementaires qui sont de l'ordre de 12%. La moyenne des banques marocaines autour de 16,1, 16,2%. C'est-à-dire que nos banques sont solides, sont solvables, sont pérennes. Et ça, ce n'est pas un vain mot. Lorsque vous voyez des puissances internationales, mondiales, comme les États-Unis, au gré, par exemple, d'une crise des subprimes ou d'une crise des commodities, des matières premières, vous avez des banques dont le nom pouvait faire écho dans le subconscient collectif de beaucoup d'économistes, des banques qui ont plus qu'éternué, qui ont failli couler. Et ça, honnêtement, notre système bancaire est résilient et solide. Également sous la férule de Banque El Maghreb, qui d'un point de vue de régulation du système bancaire, fait très objectivement, à mon humble avis, de l'excellent travail. Mais là où peut-être l'équilibre est difficile à trouver, c'est un équilibre entre ce qu'on appelle le coût du risque, la probabilité de défaut d'une contrepartie à qui on prêterait de l'argent, et le maintien d'agrégats de solvabilité, qui sont le gage de la confiance qu'ont beaucoup d'investisseurs du système financier d'un pays. Cet équilibre et ce dosage qui a trouvé, juste un chiffre peut-être pour illustrer le propos, au Maroc, les concours bancaires représentent à peu près 85%, un petit peu moins de 85% du PIB. Bien entendu, le PIB, c'est une somme de valeur ajoutée. Les concours bancaires ne sont pas une valeur ajoutée au point de vue macroéconomique, mais juste, on compare ces deux agrégats. En France, nous dépassons les 100%, 104%. Aux États-Unis, nous tendons, selon certaines études, à 200%. Ça montre peut-être le potentiel que nous avons. Moi, à mon humble avis, le système bancaire pourrait, le cas échéant, faire preuve d'un peu plus de souplesse dans l'octroi de certains crédits, notamment à destination des TPME, qui en ont bien besoin. Mais c'est l'ossature aussi de nos systèmes entrepreneuriaux. 93% des entreprises. Mais lorsque vous voyez les chiffres stricto sensu, et les 83% à peu près de concours bancaires en pourcentage du PIB par rapport à un benchmark français de 105%, je pense qu'il y a un levier de développement, mais je n'irai pas jusqu'à dire qu'il faudrait tripler ou quadrupler, par exemple. C'est tout l'équilibre à trouver. Je pense que les banques jouent le jeu. Elles pourraient le jouer peut-être un peu plus dans certaines conditions, mais le point de départ est suffisamment solide parce que la pérennité des banques n'est plus un sujet de discussion. Et ça, c'est tout sauf un mince débat. Et deuxièmement, il y a des leviers d'optimisation à travers le financement participatif, à travers les activités tontinières, par exemple. Il y a d'autres leviers de financement qui peuvent être plus africains, par exemple, qui peuvent nous correspondre. Il y a un levier de développement. Et là, totalement aligné pour le bien du financement de l'économie. Oui, je pense que quelques dizaines de milliards de dirhams de financement supplémentaires feraient beaucoup de bien à l'économie. Et que ça donnera, pour reprendre les termes du souverain, un coup d'accélérateur à la dynamique du développement de
du Maroc émergent. Je crois que le message royal à destination des banques est beaucoup plus incitatif que ça. Il les pousse, il les invite à sortir un petit peu de leur... Il les exhorte même, pour reprendre le terme utilisé par le souverain. Il les exhorte à sortir un petit peu de leurs réserves, de leur frilosité, à parier sur les jeunes entrepreneurs, à leur accorder des crédits pour qu'ils puissent participer de manière efficace au tissu économique et industriel. Donc il y a une vraie incitation de la part du souverain à l'égard de ce secteur bancaire qui doit un petit peu se bouger pour participer de manière efficace à la dynamisation de l'économie marocaine. Un mot de la fin, Zakaria Abou-Dahab, sur ce qu'on doit retenir de ce discours prononcé par le souverain aujourd'hui à l'occasion du 27e anniversaire de la fête du trône. Comme on l'a dit d'entrée de jeu, c'est un discours qui fixe le cap, qui incite aussi, il est très incitatif. Parce qu'en même temps, nous sommes partis sur l'humilité de Sa Majesté, mais en même temps la fierté. Mais également, par addition, nous avons pu réaliser par jets successifs, comme on le dit généralement, des réalisations majeures. Mais il y a encore du chemin à traverser, du travail à faire. Et en même temps, et de manière délicate, Sa Majesté aussi adresse le message aux élus, à cette élite, parce que justement la chute du discours royal, justement, l'avait évoqué, les prochaines échéances électorales. Oui. Nous devons, comme disait Sikomet, qu'il y a la temporalité royale, le temps de la monarchie, qui transcende justement la conjoncture, mais en même temps, il interagit avec les aspirations d'un Maroc qui bouge, qui est dynamique. Mais en même temps, nous devons aussi faire en sorte que le temps politique des mandats soit au diapason des ambitions de Sa Majesté. Nous espérons, Inch'Allah, tout en étant réalistes, bien entendu, et optimistes, que cela va nous donner encore un gouvernement très fort, un Parlement très fort, qui va encore avancer vers l'avenir, Inch'Allah. Et qui amorcera un nouveau cycle dans notre trajectoire de développement dont les maîtres mots seront la préservation des acquis et la poursuite des projets et des réformes d'envergure. Fin de la citation royale. Voilà donc pour cette émission spéciale que nous avons consacrée à l'analyse des messages clés contenus dans le discours prononcé ce soir par Sa Majesté le roi Mohammed VI à l'occasion du 27e anniversaire de la fête du trône. Je voudrais réitérer mes remerciements à nos chers invités. Merci Mustapha Tossa, merci Saïd Latif Komat, merci à vous aussi. Merci à vous, Zakaria Abou-Dahab. Et enfin, merci à vous, Hicham Saïd Alaoui. Un honneur, un plaisir, merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite.